Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo de Lyon Info Obésité à la rencontre 2. Et aujourd'hui, nous en avons deux pour le prix d'une. Nous rencontrons Régine et Camille du Repop 69. Bonjour. Bonjour Aurélie. Est-ce que vous pourriez vous présenter toutes les deux? Donc moi je suis Régine Brumand, je travaille au Repop depuis son démarrage puisque j'ai participé à sa création. Je suis diététicienne de formation, j'ai été également formée en sociologie, en éducation pour la santé et puis en éducation thérapeutique. Voilà, et puis je suis au Repop depuis le démarrage. Merci. Et Camille? Et donc moi je suis Camille Cézot-Canap, je suis médecin, donc médecin généraliste de formation. Et puis depuis quelques années, donc, je m'occupe de la coordination médicale du Repop 69, donc le réseau de prévention et de prise en charge de l'obésité en pédiatrie dans le Rhône. Et je m'occupe aussi d'un projet qui va bientôt démarrer qui s'appelle Obépédia, qui est porté par le Centre intégré de l'obésité, le CIO de Lyon. Ouais, donc on a déjà rencontré, puis on en parlera au Obépédia un petit peu plus tard quand tout sera bien finalisé. Avec plaisir. Régine, tout d'abord, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est le Repop et à quoi ça sert? Oui, alors le Repop, comme Camille l'a dit, donc le sigle c'est Réseau de prévention et de prise en charge de l'obésité en pédiatrie. C'est en fait un ensemble de professionnels de santé que l'on forme régulièrement pour pouvoir accompagner les enfants et les adolescents qui sont en surpoids et puis bien évidemment soutenir les parents qui sont au cœur de la démarche et qui ont bien besoin de soutien. Voilà. Et alors comment ça fonctionne concrètement? Alors concrètement, on travaille donc avec des professionnels de santé de ville, des médecins, des diététiciens, des psychologues, mais aussi en articulation avec l'hôpital, HFME. Alors hôpital femme, mère, enfant, c'est ça, c'est bien ça. Voilà. Donc très concrètement, comment ça se passe? En fait, les familles nous appellent pour nous expliquer qu'elles ont besoin d'un suivi. Donc en principe, il y a ça vient toujours des familles au départ. On souhaite que ce soit vraiment les familles qui nous appellent parce que ça permet aussi de vraiment répondre à leurs questions, de leur donner des explications. Et puis c'est important parce que ça veut dire aussi qu'elles font la démarche. Et on sait aussi que si c'est imposé et si ça ne vient pas d'elles, il y a peu de chances que ça fonctionne. Voilà, donc on souhaite vraiment que ce soit les familles. Ça permet vraiment aussi de prendre un temps spécifique avec elles. On leur propose des noms de médecins qui sont le plus possible proches de chez elles pour faciliter la démarche. Donc il y a un premier contact qui est pris avec le médecin. Ce premier contact, en fait, c'est l'idée de faire connaissance, voilà, de mieux se connaître, de savoir aussi sur quoi on s'engage, d'avoir des compléments d'information et à partir de là, de savoir si elles sont prêtes ou pas à s'engager dans le suivi. Si elles disent oui, ok, on est d'accord pour s'engager, on a une première consultation qui est une consultation qui est assez longue parce qu'il faut voir qu'au-delà des examens médicaux, il y a vraiment un besoin de temps indispensable pour échanger sur le contexte de vie, les habitudes de la famille, les goûts, le vécu, les ressentis. Il y a beaucoup de choses à exprimer. Alors ça ne se fait pas évidemment en une seule séance, ça sera petit à petit au fur et à mesure, mais il y a quand même vraiment besoin de ce temps pour avoir une bonne connaissance déjà au maximum de ce que vit la famille. Est-ce que c'est l'enfant qui est suivi ou toute la famille? Alors c'est vraiment toute la famille, parce que l'enfant, sans le soutien de ses parents, c'est pas possible. Donc c'est vraiment l'enfant et la famille. D'accord. Voilà. Donc après on a un suivi régulier chez le médecin d'à peu près une fois par mois. Au bout de 3 mois, comme le médecin a priori connaît déjà un peu mieux la famille, il peut lui proposer en fonction de ses besoins, soit un suivi psychologique, soit un suivi diététique. Voilà, de 5 consultations qui sont gratuites pour les familles, donc ça limite les périls financiers qui sont prises en charge intégralement. Voilà, tout à fait. On a également au sein de l'équipe une enseignante en activité physique adaptée qui propose aussi aux enfants des séances d'activité physique qui sont adaptées. Donc par rapport au surpoids, c'est surtout évidemment adapté à leurs possibilités, mais beaucoup aussi au goût des enfants. Ça doit rester quelque chose de très ludique. Voilà. Et puis on a aussi un accompagnement téléphonique, c'est-à-dire qu'au sein de l'équipe, il y a une diététicienne et une psychologue qui appellent régulièrement les familles, en fait, chaque mois les familles, déjà pour savoir si tout va bien, et puis pour éventuellement identifier des besoins qui n'auraient peut-être pas été repérés tout de suite. Ça va nous permettre d'en parler avec la famille, d'en parler également en équipe, et puis avec l'ensemble des professionnels qui accompagnent la famille. Voilà. Donc c'est un suivi qui est progressif, pas à pas. Donc cela dure
2 ans en fait. En fait, le suivi est proposé pour 2 ans. On a une famille qui veut partir avant parce que la corpulence a été améliorée suffisamment confortée. Bien sûr, elles le peuvent, mais en tous les cas, on prévoit vraiment ce délai pour y aller en douceur et de façon très très progressive. Et on a des résultats encourageants puisqu'on a une évaluation nationale avec les 9 REPOP. Et au niveau du REPOP 69, mais on a à peu près les mêmes résultats. On a 72% des enfants qui améliorent leur corpulence. Et on sait aussi par d'autres études que ça a été conforté à 3 ans, ces résultats. Ouais, d'accord. On est encouragé à poursuivre aussi. Très bien, merci. Du coup, parlons un petit peu plus de l'obésité infantile. Dans quelle situation on se trouve aujourd'hui en France, Camille ? Alors en France, actuellement, on peut dire qu'un enfant sur 5 est en situation d'excès pondéral, donc en surpoids ou en obésité. Pour te donner une idée, ça veut dire que dans une classe de 30 élèves, il y en a à peu près 5 ou 6 qui sont en surpoids, et souvent parmi eux, il y en a un qui est déjà en situation d'obésité. Et ça se voit à peu près dans toutes les classes, même parfois dès la maternelle dans certains quartiers. Alors on peut entendre par-ci par-là dire que la situation elle est plutôt stabilisée, plutôt rassurante en France, mais attention, restons prudents parce que le nombre d'enfants en surpoids ou obèses continue de progresser dans certaines populations, et notamment par exemple chez les adolescents. Donc il faut savoir rester prudent et continuer de sensibiliser tous les acteurs qui gravitent autour de l'enfant, aussi bien les acteurs du secteur sanitaire, médical, mais aussi médico-social, et puis même dans les milieux scolaires pour faire un petit peu progresser le regard finalement de la société sur cette maladie. D'accord. Le but, c'est toujours, comme Régine l'a dit, de choisir plutôt de travailler sur des habitudes de vie plus saines pour toute la famille, et non pas de se focaliser uniquement sur l'alimentation ou sur le poids. Et puis, ce qui est essentiel, parce que là on parle du coup de prévention, c'est vraiment de repérer ces enfants-là le plus tôt possible, parce que c'est là qu'on arrive à avoir vraiment des résultats très encourageants. On insiste beaucoup là-dessus dans nos formations, dans nos sensibilisations de professionnels, c'est-à-dire que le repérage des enfants à risque de devenir en surpoids ou obèses, ou qui le sont déjà dans l'enfance, c'est assez compliqué, mais c'est vraiment essentiel. Oui, parce qu'à partir de quand on s'inquiète finalement de savoir si notre enfant il est en surpoids ou en obésité ? Alors, chez l'enfant de moins de 6-8 ans, on va dire, un surpoids, ça ne se voit pas. C'est-à-dire que sans avoir tracé la courbe de corpulence, la courbe de corpulence, elle fait partie des courbes de croissance qui se situent dans le carnet de santé, que les professionnels de l'enfance connaissent bien, les professionnels de la PMI, de la santé scolaire, et surtout les médecins généralistes, les pédiatres. Sans cette courbe, en général, on ne voit pas qu'un enfant est en surpoids. Quand on commence à se poser des questions, à se dire tiens, cet enfant est un petit peu potelé, en général, à ce moment-là, c'est que son IMC se situe déjà dans la zone de surpoids et d'obésité. Voilà. Donc c'est vraiment essentiel de tracer cette courbe et de s'en servir pour expliquer les choses, parce que c'est bien de tracer la courbe, mais encore faut-il aussi arriver à en parler, et c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile pour les professionnels de santé, parce que ça veut dire parler d'une potentielle maladie qui pourrait survenir mais qui n'est pas encore là, et puis c'est aussi souvent parler à des parents qui eux-mêmes sont atteints de cette maladie. Donc c'est vraiment un moment, une étape charnière. Mais c'est vrai que c'est important de savoir un petit peu quel mot utiliser, comment en parler. Il y a un enjeu énorme en fait à cette période-là. Et comment on fait du coup pour prévenir, faire de la prévention, sensibiliser les gens à l'obésité infantile ? Quelles sont les solutions ? Sensibiliser à l'obésité infantile, c'est ce qu'on essaye de faire nous par le biais du REPOP, par nos actions. On essaye de sensibiliser un maximum d'acteurs, comme je te disais tout à l'heure, de différents milieux, pour les amener à changer un petit peu de regard là-dessus, et puis surtout pour leur expliquer que tout n'est pas lié à l'alimentation, que en fait, chez l'enfant, finalement la prévention elle se distingue très peu de la prise en charge en régime. Je pense que tu es d'accord, on est dans la prévention de manière générale, parce que on va prévenir une obésité à l'âge adulte. Et finalement, quand on travaille avec une famille, qu'on travaille sur les rythmes de vie de l'enfant qui est en surpoids, ou finalement les rythmes de vie de toute la famille, on travaille sur les mêmes objectifs. Il n'y a pas des objectifs différents pour l'enfant qui est en surpoids par rapport à ses frères et sœurs ou à sa famille. L'idée, c'est justement de travailler tous ensemble pour arriver à mettre en place des changements
qui bénéficie à la santé de tous. Et c'est là que vraiment on se distingue de cet objectif vraiment d'être focalisé sur le poids, sur la balance. Mais plus sur le santé, bien-être. Nous, ce qu'on cherche, c'est vraiment à faire en sorte que l'enfant se sente bien dans ses baskets, se sente bien dans sa peau, arrive à changer un peu son rapport à l'activité physique, à l'alimentation, aux écrans, en essayant de travailler ça avec toute la famille. Et puis évidemment, d'éviter les complications à l'âge adulte qu'on connaît bien et la souffrance aussi que peuvent ressentir certains enfants, parce qu'on a souvent tendance à imaginer que les enfants souffrent de leur obésité plus tard, quand ils sont adolescents et adultes, mais en fait c'est faux, on en a vraiment cette expérience, c'est-à-dire que dès tout petit, on a des enfants même en maternelle, en grande section de maternelle, qui souffrent déjà de leur excès de poids, et même psychologiquement, donc c'est vraiment important de s'en préoccuper le plus tôt possible. Et puis il y a des commentaires, des moqueries, j'imagine aussi à l'école. Les moqueries sont le premier motif de consultation ici chez nous. Et ce qui est souvent surprenant, c'est que l'enfant n'a pas forcément parlé avant. Souvent, c'est des choses qui sont apprises lors de la première consultation, parce que c'est quand même compliqué. Cette maladie, c'est une maladie chronique, et c'est une maladie chronique que l'enfant porte sur son front dès le plus jeune âge, et il doit apprendre à vivre avec ça au quotidien. Et effectivement, comme tu le dis, les moqueries, la stigmatisation, tout ça, ça arrive tôt. À l'école, il faut savoir qu'on préfère prendre dans son équipe pour faire un match de foot, par exemple, à l'école, on préfère prendre dans son équipe le plus nul en foot, plutôt que l'enfant qui est trop gros. Et ça, c'est vraiment un problème, du coup, très tôt. Et est-ce qu'on traite de la même manière l'obésité infantile que l'obésité adulte? Est-ce qu'il y a des spécificités, finalement, à apporter à un enfant qui est en surpoids ou en obésité par rapport à l'âge adulte, effectivement, qu'on connaît peut-être un peu mieux? Alors, la principale différence, c'est que l'enfant, lui, poursuit sa croissance. Donc, en fait, l'objectif n'est absolument pas de le faire maigrir. On ne parle jamais de régime. L'objectif, c'est d'arriver à faire en sorte qu'il ne prenne pas trop de poids tout en continuant de grandir, pour qu'il puisse s'affiner. Donc c'est vrai que c'est cette chance qu'on a pendant l'enfance, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut essayer d'éviter d'attendre trop, c'est que du coup, cet enfant, il va pouvoir s'affiner en s'allongeant. Donc voilà, on n'est vraiment pas du tout dans la restriction, et puis on travaille sur toutes les dimensions de la vie quotidienne de l'enfant, mais finalement ça se rapproche un petit peu de l'adulte, c'est-à-dire aussi bien sur son sommeil que sur ses temps devant les écrans, son activité physique, etc. Et oui, parce que ça commence, ça aussi, ces troubles ou ces problématiques commencent à arriver de plus en plus jeunes. C'est ça. Et puis la place des parents aussi, ce qui fait la grosse différence. Exactement. On ne peut rien faire sans les parents. Il faut vraiment être là pour soutenir les parents, pour qu'eux puissent aider sans les proches, sans les parents, et parfois la fratrie aussi. Et c'est vrai que mais finalement l'enfant c'est quand même une fenêtre très intéressante pour agir, parce que l'enfant il est vraiment dans une démarche on est dans une fenêtre éducative très intéressante. L'enfant apprend très vite et la famille souvent arrive à changer ses habitudes un petit peu plus facilement qu'après quand on rentre dans l'adolescence ou chez le jeune adulte. Là c'est un petit peu plus compliqué, les habitudes sont ancrées. Donc c'est vrai que les spécificités chez l'enfant, si on veut résumer, c'est ça, c'est le fait d'intégrer toute la famille, notamment les parents. On ne fait pas perdre de poids en fait, pas perdre de poids, pas de régime, aucun aliment n'est interdit, on ne prive pas un enfant de consommer tel ou tel aliment. Le but, c'est qu'il arrive à devenir autonome et à savoir à gérer l'identité et les fréquences, mais pas d'aliments interdits. Ok, d'accord. Maintenant, je vais vous poser une question rituelle à toutes les deux. Comment vous pourriez résumer ou définir l'obésité selon vous en 3 mots? Alors, Régine, moi, je parlerais bien d'époque, parce que c'est vrai qu'on a malheureusement tendance parfois à culpabiliser beaucoup trop les parents. Camille parlait de l'importance de former les acteurs, de changer le regard et dire que, en fait, c'est souvent, je pense à ma grand-mère tout bêtement. Ma grand-mère, elle n'avait pas les produits transformés où se cache le sucre, les graisses, qui empêchent d'être trop rassasiés, qui fait qu'on a tendance à manger davantage. Ces enfants n'étaient pas tentés par les écrans parce que les jeux étaient différents au jour d'aujourd'hui. Donc il y a vraiment un changement d'époque qui fait qu'à l'heure actuelle, c'est quand même plus difficile, sans compter qu'il y a des parents qui vivent aussi dans un contexte difficile. Donc je pense que il faut sortir de la culpabilité individuelle et penser aussi à l'environnement et l'environnement actuel. Un deuxième point, c'est personnaliser, parce que je pense qu'on ne peut pas donner des conseils en vrac, il faut vraiment partir de chaque famille, de sa spécificité,
qui est par définition différente de celle des autres, et personnalisée, comme je le disais, vraiment pas à pas, c'est-à-dire que de consultation en consultation, on définit avec la famille des petits objectifs. Qu'est-ce qu'elle se sent prête à pouvoir atteindre? Soit elle va pouvoir l'atteindre, soit peut-être que c'est trop tôt, c'est pas grave. On analyse les raisons, et éventuellement on choisit un autre objectif plus adapté. Donc vraiment personnalisé pas à pas. Et le troisième mot, qu'est-ce que ça pourrait être? J'en ai parlé, c'est le soutien. En fait, vraiment. Le soutien de l'enfant par rapport, Camille en a parlé aussi, ses proches, voir ses copains. Oui, l'école, la famille, les amis. Tout à fait. Et puis le soutien des familles avec les professionnels pour être aussi un soutien auprès de ses enfants. Ok, Camille, pour toi? Alors pour moi, le premier mot, ça va être maladie. Alors il a déjà beaucoup été cité, mais c'est vrai que c'est essentiel de bien avoir ça en tête. L'obésité, c'est une maladie, c'est pas la faute du patient, c'est pas la faute des parents. Et c'est vrai que souvent on a tendance à vouloir absolument rendre coupables les personnes qui sont atteintes d'obésité, et c'est vraiment un piège à éviter. Le deuxième mot, je dirais que ça peut être... ça y est, j'ai un trou. Qu'est-ce qu'on a dit? Famille, pardon. Famille. Alors on en a parlé longuement, mais c'est vrai que l'obésité, c'est une affaire de famille. Tout seul, le patient, et notamment l'enfant ou l'adolescent, ne peut rien faire. Il faut vraiment qu'il soit entouré, et il faut vraiment qu'on soit dans une dynamique de changement et de contribution familiale. Et puis c'est aussi une des rares maladies chroniques qui touche souvent plusieurs personnes d'une même famille qui en sont à des stades différents. C'est pas rare qu'on ait une maman qui a bénéficié d'une chirurgie bariatrique, un enfant qui est en surpoids, et puis une grand-mère qui est dans un stade d'obésité encore différent. Donc c'est important à prendre en compte. Et puis je dirais donc le troisième mot, pour moi, ce serait celui d'espoir. Pourquoi? Parce que déjà chez l'enfant, on a vraiment beaucoup d'espoir, il faut y croire. On a tendance à être trop pessimiste, alors que nous on voit qu'il y a des résultats qui sont vraiment très très encourageants, notamment plus on s'y prend tôt, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc on entend souvent des parents dire mais de toute façon on est tous comme ça dans la famille, donc il n'y a rien à faire, tant pis, on ne se fait pas aider. Mais si, faites-vous aider, allez vers les professionnels de santé, on peut vraiment changer la trajectoire de cette courbe. Espoir parce que on sait qu'il y a quand même beaucoup de progrès dans la recherche aussi, concernant la médecine de l'obésité, et ça c'est très encourageant. Et puis je terminerai là-dessus, espoir parce qu'en ce moment on entend beaucoup parler d'environnement, de développement durable, de changement un petit peu des habitudes de vie pour aller vers des modes de vie plus sains, et plus sains aussi pour la planète. Et finalement on est dans les mêmes, objectifs, les mêmes combats. Si on arrive à changer nos modes de vie, je pense qu'on améliorera à la fois la prise en charge de cette maladie, mais aussi la santé de notre planète. Donc voilà. Alors, amis professionnels, 2 remarques. La première, c'est que le REPOP fait des formations aussi pour vous former à prendre en charge les patients et les enfants ou adolescents qui sont en situation de surpoids et d'obésité. Donc, n'hésitez pas à les contacter. Et la deuxième chose, c'est que vous retrouverez Camille et Régine ainsi que toute l'équipe du REPOP 69 ce vendredi aux Journées régionales de l'obésité organisées par le Centre intégré de l'obésité. Merci beaucoup. Merci beaucoup.